Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'intelligence collective au service de l'intelligence artificielle avec Frédéric Bergheimer, associé chez Seconda. On parlera ensuite de télétravail et titres restaurant avec Marion Ayadi, associée chez Yards. Et enfin, dans la dernière partie, on parlera protection juridique des plateformes numériques avec Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside avec l'intelligence collective au service de l'intelligence artificielle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Bergheimer, associé de Seconda. Frédéric Bergheimer, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, c'est bien de faire les définitions pour bien comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'intelligence collective ? Alors à notre sens, c'est effectivement le fait de pouvoir faire travailler différentes personnes ensemble, différents profils, différentes disciplines, pouvoir en fait enrichir par une agrégation de personnes, arriver à une intelligence en fait qui sera supérieure, une intelligence collective qui sera supérieure justement à cette agrégation d'intelligence individuelle. Alors, dans cette intelligence collective, il faut savoir poser les bonnes questions. Le juriste doit savoir poser les bonnes questions. Et comment s'y prendre pour poser les bonnes questions ? Alors déjà, il faut avant tout écouter pour effectivement savoir quel est le besoin de votre interlocuteur, comprendre le contexte du dossier, quel est son objectif. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une vraie culture juridique, quelque chose effectivement de large pour pouvoir avoir déjà en tête les questions sous-jacentes, savoir quelles seront les potentielles problématiques du dossier et aussi avoir une expérience du droit, une expérience de la vie pour pouvoir avoir les bons réflexes, puisque c'est effectivement en emmagasinant ces expériences qu'on arrive à pouvoir comprendre quelle est la bonne question qui est posée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre sens, si vous posez une mauvaise question à l'IA, elle ne peut pas vous dire que c'est une mauvaise question. Donc la réponse qui vous sera donnée sera bonne, mais finalement ne sera pas celle recherchée. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est à travers l'intelligence collective, à travers le travail humain, qu'on arrive à pouvoir arriver en fait à l'expression de besoin le plus utile et pouvoir accompagner son client. Alors justement, la pratique, l'amélioration des questions, ça vient aussi avec l'habitude des prompts. Concrètement, comment l'intelligence collective aide à formuler des questions de manière plus pertinente ? C'est ce qu'on a vu, c'est un peu cette idée de se dire que quand vous travaillez, quand vous avez l'habitude de travailler sur des dossiers, quand vous avez l'habitude d'aller échanger avec d'autres personnes, vous allez pouvoir enrichir votre propre pratique et avec l'aide de l'IA, vous allez aussi pouvoir récupérer ce qui a déjà été fait, puisque finalement aujourd'hui l'IA c'est l'agrégation de statistiques, de l'algorithme, voir déjà ce qui a été fait et en combinant donc l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, on peut vraiment ouvrir des nouvelles pistes. Alors, vous avez parlé de diversité des profils, de diversité des compétences. En quoi ça aide à être un développement pour enrichir la réflexion juridique ? Alors, nous, on le voit donc chez Seconda, on a réuni aujourd'hui 85 experts qui sont à la fois des universitaires, donc des professeurs agrégés, des maîtres de conférences, et des praticiens qui sont des avocats à la cour, des collaborateurs et collaboratrices d'avocats au conseil, et on voit au quotidien la puissance que ça peut avoir d'une part décloisonner entre le monde universitaire et le monde de la pratique, de manière un peu schématique, avoir des gens qui seront sur l'inventivité, la créativité, la recherche, et de l'autre côté, avoir des praticiens aguerris à la pratique des tribunaux, aguerris à la pratique du conseil, et aussi cette spécificité qu'on a d'avoir ces profils assez méconnus, que sont les collaboratrices et collaborateurs d'avocats au conseil, qui ont l'habitude de passer après l'avocat, d'avoir cette hauteur de vue, de pouvoir aussi combattre, de réfléchir sur les jurisprudences du Conseil d'État, les jurisprudences de la Cour de cassation. Et tous ensemble, on le voit nous vraiment au quotidien, ça crée vraiment des solutions, des ouvertures qui sont assez formidables. Comment on organise ça concrètement dans un cabinet d'avocats, par exemple ? Alors nous, c'est très simple. On a ce qu'on appelle une fédération de gens libres. Donc c'est des gens voilà, qu'on a réunis par leur expertise et par leur envie de travailler avec nous. Très simplement, nous, quand on a une demande d'un client, on va, avec mon associé, échanger avec le client,
justement pour comprendre bien son besoin, le définir de manière la plus fine possible. Et derrière, on va se retourner donc vers nos experts, qu'on appelle les secondants, et on va échanger avec eux, pareil, avec leur expertise, leur savoir, pour pouvoir monter une offre, pour pouvoir monter une proposition d'accompagnement à destination du client. Et ensuite, on travaille en mode projet. Ça veut dire que voilà, on aura construit cette équipe, on va les faire travailler ensemble, on va faire des points d'étape, on va aller notamment réussir à construire des équipes qui sont pluridisciplinaires, parce que souvent les questions les plus compliquées sont pluridisciplinaires, avoir aussi des profils différents, donc universitaires et praticiens, pour à la fin pouvoir avoir des prestations qui sont chez nous, par exemple, tout est signé par Seconda, avec cette idée voilà, d'intelligence collective, c'est pas nommé, c'est tout le monde qui s'engage comme une éditoriale sur chaque travaux. Vous avez des exemples de réussite de projets comme ça, collectifs? Euh, un exemple qui me vient en tête, on avait un client final qui avait un modèle d'émission d'obligations qui était garanti par une fiducie. Ce mécanisme marchait très bien sous une forme de société et il voulait l'ouvrir à d'autres formes de société. Il y avait un article du Code de commerce qui semblait l'en empêcher. Sauf qu'il n'y avait pas de doctrine, pas de jurisprudence, rien dans les travaux parlementaires. Donc on a construit une équipe avec un professeur agrégé spécialisé en droit des sociétés, un collaborateur d'avocat au conseil spécialisé en droit civil et en fiducie, un avocat en droit des affaires. Et on a réfléchi ensemble, on a construit une réponse de juriste qui était la nôtre. Il n'y avait actuellement rien sur le sujet et on s'est engagé et on est dans une direction pour justement répondre à cette question qui n'était pas tranchée. Comment on articule intelligence collective et intelligence artificielle pour tirer le meilleur des deux, j'ai envie de dire? Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, on ne va pas s'en servir pour les mêmes choses, on ne va pas s'en servir pour les mêmes tâches. On va aller effectivement pouvoir, comme on vient de le voir avec l'intelligence collective, peut-être explorer des pistes qui n'ont pas encore été explorées. Avec l'IA, ça va être très utile pour faire des tâches qui sont relativement répétitives, pour aller faciliter le travail. Mais demain, je ne sais pas comment évoluera l'IA, mais je sais que nous, on a aussi envie de pouvoir faire travailler les deux ensemble. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes juristes qui nous regardent et qui aimeraient se lancer comme ça sur des projets en utilisant l'intelligence collective et l'intelligence artificielle? La curiosité. Je pense que c'est vraiment une des qualités primordiales du juriste. Dès le début de son apprentissage, aller voir les autres matières, échanger avec ses camarades pour en fait garder ce réflexe d'échanger à plusieurs et de savoir aussi quelle est la limite de ses compétences, puisque finalement, il n'y a que les experts qui savent, qui ne savent pas. Et donc, c'est justement en restant curieux, en continuant à travailler avec les autres, qu'on pourra attirer les dossiers les plus intéressants, les questions les plus complexes et, à sa manière, contribuer à l'évolution du droit. Comment vous voyez un peu, il y a cette peur parfois de l'intelligence artificielle, qu'elle surclasse les humains. Comment vous voyez les développements? Est-ce que justement l'intelligence collective peut nous permettre de un peu, je dirais, domestiquer l'intelligence artificielle, de mieux vivre avec l'intelligence artificielle? Je pense qu'effectivement, les deux doivent coexister, cohabiter avec chacun et chacune ses forces. Et puis je pense que nous, c'est ce qu'on voit, tous nos travaux qui sont issus d'intelligence collective, on va les anonymiser, on va les mettre dans une base de données, et avec l'IA, on va développer justement du savoir de plus en plus pertinent, de plus en plus complexe, pour demain pouvoir faire cohabiter les deux ensemble et enrichir encore la pratique juridique. Pour terminer, aujourd'hui, vous sentez que les professionnels du droit sont sensibles à l'intelligence collective? Partout où je vais, tout le monde en parle, tout le monde essaye de prendre le sujet à bras-le-corps. Je pense que c'est encore très neuf. L'allégorie, souvent, moi, qui me vient en tête, c'est on a un peu l'impression de découvrir le feu. Donc, d'un côté, ça brûle, ça émerveille, et on essaye, dans sa pratique, chaque jour, de la mettre au quotidien, dans certaines tâches. Et vraiment, et moi, les avocates et les avocats que je côtoie sont de plus en plus intrigués et ont envie de travailler avec l'IA. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric Bergheimer. Je rappelle que vous êtes associé chez Seconda. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de domaine. On va parler droit au titre restaurant en télétravail.
Le 8 octobre dernier, la Cour de cassation a rendu 2 arrêts par lesquels elle estime que les salariés en télétravail ont droit au titre restaurant dès lors qu'ils sont en situation identique aux salariés qui sont présents sur site. Pour décrypter ces arrêts, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marion Ayadi, associée chez Yards. Marion Ayadi, bonjour. Bonjour Arnaud. On va revenir tout de suite sur ces arrêts. Pour bien comprendre, pouvez-vous expliquer un peu la décision de la Cour de cassation dans ces 2 arrêts? Oui, alors c'était une décision qui était attendue. Donc elle est venue éclaircir la situation. Et en fait, pour la comprendre, il faut revenir sur l'obligation de l'employeur en matière de participation aux frais de restauration ou en matière de restauration des salariés. En fait, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en place des titres restaurants. L'obligation qu'il a dépend de son effectif. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il a l'obligation de mettre en place un local de restauration, un restaurant d'entreprise. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'a pas l'obligation de mettre en place un local de restauration, mais un emplacement où les salariés peuvent prendre leur repas dans de bonnes conditions, avec un micro-ondes, avec un réfrigérateur, etc. Et en fait, dans ces décisions de la Cour de cassation, la question qui se posait, c'était de savoir quand l'employeur met en place des titres restaurants, est-ce qu'il doit en faire bénéficier tous les salariés, y compris les salariés en télétravail? Et que se passe-t-il quand il y a plusieurs règles qui s'appliquent dans l'entreprise? C'est-à-dire quand, par exemple, il y a déjà un local de restauration et les salariés qui travaillent sur site, eux, ont accès à ce local de restauration. Qu'est-ce qui se passe pour les salariés qui sont en télétravail et qui, eux, par définition, n'ont pas accès à ce local de restauration? Alors, qu'a décidé la Cour de cassation? La Cour de cassation, en fait, a fait une application très littérale des textes qui viennent régir l'activité des salariés en télétravail. En fait, elle s'est fondée sur l'article 1222-9 du Code du travail qui dit que les télétravailleurs ont les mêmes droits que les salariés qui exécutent leur travail sur site. Premier article. Ensuite, elle est allée chercher les articles du Code qui existent sur le titre restaurant et qui disent que quand il y a des titres restaurants qui sont donnés aux salariés, le salarié ne peut avoir qu'un titre restaurant par repas pris pendant son horaire journalier de travail. Donc ça veut dire que le salarié qui travaille à temps plein, donc du matin jusqu'en fin de journée, a un repas qui est compris dans cette amplitude et qu'il ne peut utiliser qu'un ticket restaurant pendant cette amplitude. Mais le Code du travail ne nous dit pas « vous devez donner des tickets restaurants ». Il nous dit, alors comment elle est arrivée à cette conclusion? Eh bien, en fait, en combinant ces 2 articles, la Cour de cassation dit que finalement, quand l'employeur met en place des titres restaurants, il ne peut pas exclure les salariés qui sont en télétravail du bénéfice de ces titres restaurants juste parce qu'ils sont en télétravail. Il y a un principe d'égalité de traitement. L'égalité de traitement, elle signifie que les salariés qui sont placés dans une situation identique soient traités de la même façon. Et en fait, elle considère que le simple fait d'être en télétravail n'est pas une raison objective et pertinente, suffisante, qui permette de traiter les salariés en télétravail de façon différente. Donc, dès lors qu'il y a des titres restaurants dans l'entreprise, les salariés en télétravail, a priori, doivent en bénéficier. Situation identique, pourquoi? Comment on arrive à déterminer que c'est une situation identique? Alors c'est là qu'en fait, il y a quand même un nœud et que je pense qu'il va y avoir une résistance de la part de certains employeurs. C'est que quand même, historiquement, les titres restaurants ont été octroyés pour compenser le surcoût lié au fait que les salariés ne pouvaient pas rentrer chez eux pendant la pause du déjeuner pour déjeuner. Et finalement, l'employeur participait à ce surcoût grâce au titre restaurant. Et en fait, la Cour de cassation, elle passe complètement sous silence cette justification historique du ticket restaurant, du titre restaurant. Elle dit simplement, il y a une égalité de traitement qui est posée par le Code du travail entre les télétravailleurs et les salariés qui sont sur site. Donc, à partir de ce moment-là, les salariés en télétravail doivent pouvoir bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés qui travaillent sur site. Alors, c'est intéressant parce que les décisions, elles ont été rendues dans le cadre de la crise sanitaire, donc où c'était un télétravail qui avait été imposé à tous.
mais dans des conditions différentes. C'est-à-dire que dans la première décision, vous aviez des salariés qui ne faisaient pas de télétravail avant la crise sanitaire, qui ont été mis en télétravail du jour au lendemain. L'employeur a supprimé les titres restaurants en disant vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de titre restaurant. Là, la Cour de cassation dit non, le simple fait qu'ils soient en télétravail, ça ne justifie pas de les en priver. Et dans l'autre situation, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait deux régimes. Il y avait un restaurant d'entreprise pour ceux qui étaient sur site et des titres restaurants pour ceux qui ne pouvaient pas travailler sur site, les itinérants, les télétravailleurs, etc. L'employeur a dit « j'arrête tout » pendant la crise sanitaire. Et là encore, la Cour de cassation dit « il n'y en est pas question, vous ne pouvez pas priver les salariés en télétravail parce que finalement, vous ne justifiez pas d'une situation qui soit objectivement différente. » Et là, ça va être compliqué pour les employeurs d'assimiler ça parce que c'est vrai que ça ne correspond pas à la compréhension traditionnelle du titre restaurant. Est-ce que cette décision, elle a ouvert une brèche pour les salariés en télétravail qui pourraient revendiquer d'autres choses pour avoir les mêmes droits que les salariés sur site ? Alors, il y a déjà un sujet par rapport aux salariés en télétravail, ce sont les frais de transport. Parce que il y a déjà des décisions qui nous disent que l'employeur doit prendre en charge une partie des abonnements aux frais de transport, donc le pass Navigo, etc. Et que finalement, même quand les salariés ont 1 jour, 2 jours, 3 jours de télétravail, ça ne change rien. Il doit les prendre en charge. Mais quand on a des salariés qui font davantage de télétravail, qui sont par exemple en 100% télétravail, là, les employeurs commencent à dire « Attendez, nous, je ne vais pas payer un abonnement Navigo si vous ne venez jamais sur site. » Donc ça, effectivement, il y a un sujet. Et il y a un sujet également quand les salariés décident de fixer leur lieu de télétravail à un endroit très éloigné de l'entreprise. On voit de plus en plus. Certains qui partaient même à l'étranger. Exactement. Et là, l'employeur, sur les frais de transport, effectivement, tique un peu et on peut le comprendre. Et donc ça va être un sujet. Alors, vous avez évoqué le contexte des arrêts, c'est de la crise sanitaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut limiter la portée de ces arrêts ? Non. Et la Cour de cassation le dit très clairement. Elle dit peu importe que le télétravail, dans ce cas, ait été mis en place de façon exceptionnelle, elle l'écarte pour dire de toute façon, c'est un principe aujourd'hui. Quand vous faites bénéficier de titres restaurants à vos salariés qui travaillent sur site, vous devez le faire également pour les salariés qui sont en télétravail. Alors après, les employeurs vont peut-être essayer de jouer sur certains critères, mais ça va être très compliqué de justifier objectivement d'une situation différente. On voit que des employeurs essayent de dire, eh bien, on réserve les tickets restaurants à ceux qui habitent à plus de 10 minutes de l'entreprise, du lieu de travail. Mais finalement, ce n'est pas vraiment une différence entre télétravailleurs et travailleurs sur site. Ça va être très compliqué de contourner l'application de cette règle. Est-ce qu'on pourra le faire via un accord sur le télétravail, par exemple ? Oui, mais seulement si on arrive à justifier d'une différence objective et pertinente. Et franchement, la Cour de cassation là, ferme vraiment la porte à toutes ces exceptions. Donc ça va être très compliqué et je pense qu'on risque d'avoir des décisions, des condamnations d'employeurs sur ce sujet. Avec des conséquences lourdes ? Avec des conséquences qui peuvent être... En fait, le titre restaurant, c'est un accessoire de rémunération. C'est un avantage en nature. Ce qui fait que c'est la prescription qui est attachée au salaire. Donc, vous pouvez faire une réclamation sur les 3 dernières années. Et c'est une réclamation... Alors, comme le titre restaurant n'a de validité que pendant 1 an, vous n'allez pas pouvoir réclamer vos titres restaurants sur les 3 ans passés. Vous allez pouvoir réclamer des titres restaurants sur l'année en cours. Et puis, sur les périodes précédentes, en fait, des dommages-intérêts qui vont correspondre en fait, à la part patronale, la participation patronale au titre restaurant. On va conclure là-dessus. Merci Marion Ayadi. Je rappelle que vous êtes associée chez Yards. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la protection éditoriale et juridique des plateformes. TF1 accuse Canal+ d'avoir repris la structure de sa plateforme TF1+. On en parle tout de suite avec mon invité, Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocat. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va revenir sur ce contentieux entre TF1 et Canal+. De quoi s'agit-il ?
C'est un contentieux qui a connu plusieurs étapes sur lesquelles on va peut-être revenir, mais le dernier rebondissement, c'est qu'en mai 2024, Canal+ a ouvert un service de streaming très complet, TV+, qui comprenait les chaînes de TF1. Ce qui a eu pour résultat que, voici plusieurs mois en 2024, TF1 a assigné Canal+, ce qui a donné lieu à une ordonnance de juillet 2025, une ordonnance de mise en état qui commence à clarifier l'affaire. Alors, que reproche TF1 à Canal+? Canal+ a repris les programmes de TF1 comme un distributeur sur cette plateforme. Et selon TF1, la reprise finalement viole les accords de distribution entre les deux parties, car ça excéderait les droits de distribution qu'aurait Canal+, notamment liés au fait que la plateforme est bon marché et elle peut être considérée low cost. En second lieu, TF1 tire argument du fait que les programmes sont toujours distribués au Royaume-Uni, alors que, selon l'interprétation qu'on peut faire du contrat, le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne depuis le Brexit, TF1 considère que le Royaume-Uni n'est plus dans le scope. Donc là, on est sur la distribution des programmes en dehors de la compréhension que TF1 a de son contrat de distribution. D'accord. Et TF1 reproche également l'utilisation des marques du groupe TF1 sur la nouvelle plateforme. Et donc l'ordonnance de mise en état a déjà pris position sur la notion de parasitisme. Ça, on peut peut-être l'expliquer encore un petit peu plus. Justement, sur la notion de parasitisme, d'abord, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le parasitisme pour les téléspectateurs qui ne connaisseraient pas cette notion? Quand on attaque quelqu'un, on doit choisir entre se fonder sur un contrat, ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle, ou se fonder sur une activité qui va porter atteinte à quelqu'un en dehors d'un contrat. C'est la responsabilité délictuelle. À l'intérieur de ça, il y a la notion de parasitisme qui, comme son nom l'indique, ça consiste finalement à tirer parti et profit des investissements, des avoirs, des biens, du travail d'une autre personne sans le rémunérer. Alors un exemple célèbre, c'est quand un format, un concept d'émission de télévision n'est pas protégé par le droit d'auteur, mais quand même il a été développé en licence, il a donné lieu à des chiffres d'affaires, etc. Ben, quand on le pille, entre guillemets, on va dire, vous n'étiez pas protégé ni par un contrat ni par un droit d'auteur, mais il y a cette notion de parasitisme qui permet finalement de, si certaines conditions sont réunies, de caractériser ce qu'on peut appeler plus simplement un pillage. Et là, dans le cas de TF1 par rapport à Canal+, comment se constitue le parasitisme? Alors, le parasitisme, justement, a été écarté dans ce cas précis par le juge dès le début des décisions dans cette affaire. Pourquoi? Pour une raison juridique, qui est que le juge a considéré que comme il y avait justement des accords de distribution et des contrats entre les parties, le juge a dit, écoutez, si vous avez un contrat, plaidez sur le contrat. N'allez pas chercher cette notion de parasitisme, ce serait plus si, entre deux plateformes, il y a vraiment un abus de la copie, des ressemblances, de l'utilisation des données d'autrui, etc. Mais là, vous avez un contrat. Alors, 1, plaidez sur le contrat. 2, vous avez quand même la notion de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a eu contrefaçon, ce qui est une autre notion. Alors justement, venons-en à la contrefaçon. Est-ce qu'il y a des éléments de contrefaçon dans ce contentieux? Oui. Selon TF1, il y aurait contrefaçon des marques de TF1, puisqu'elles sont mises en valeur et en avant sur la plateforme de Canal+. Mais le deuxième sujet, c'est la notion de droit voisin. En termes de contrefaçon, entre deux plateformes de streaming, on pourrait s'intéresser à beaucoup de choses, à l'aspect général, aux droits d'auteur, aux droits attachés aux bases de données. Ici, on s'attache à la partie de la propriété littéraire et artistique qui est le droit voisin du télédiffuseur. C'est-à-dire que TF1 reproche à Canal+, et ça le juge va l'examiner, et ce qui va être une décision relativement innovante, reproche à Canal+, d'exploiter ses droits voisins sans autorisation, en dehors de l'autorisation. Et je précise qu'on aurait pu se dire, mais pourquoi est-ce que ça, il ne le voit pas dans le cadre de la plaidoirie sur le contrat? Parce qu'en réalité, la jurisprudence considère que quand on a un contrat, on ne va pas chercher le parasitisme, mais en revanche, on a toujours le droit de plaider sur la contrefaçon. D'accord. Est-ce qu'il y a des aspects, d'autres aspects de droit d'auteur, par exemple, dans ce dossier? Je pense que dans ce dossier-là,
le dossier n'est pas axé sur les questions de droit d'auteur relatifs à la plateforme. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais en réalité, ce dossier-là, c'est la problématique économique, c'est la valorisation finalement de la TNT. On n'est pas sur vraiment la logique du droit d'auteur. On est sur une logique qui avait commencé quand vous vous souvenez, une négociation entre Canal+ et TF1 entre 2018 et 2022 avait abouti à la crise de l'écran noir. C'est-à-dire que comme les parties ne se mettaient pas d'accord sur le prix que Canal+ devait rémunérer TF1, Canal+ était allé jusqu'à couper le signal, jusqu'à ce que les parties se mettent d'accord. Mais la problématique qui revient dans ce dossier, c'est réellement les investissements de TF1, la valeur de TF1, qui est une TNT, qui est une chaîne gratuite, mais qui génère aussi un gros potentiel publicitaire. Comment est-ce qu'on va valoriser ça quand c'est repris dans des conditions que TF1 n'estime pas suffisamment valorisées par son concurrent? Quelles sont les chances de succès de TF1 selon vous? Alors, c'est la précédente affaire que je viens de mentionner, c'était terminé par une transaction. Et cette fois-ci, on est de nouveau sur quelque chose qui est très, très innovant. Je crois que c'est difficile. Je ne pense pas que c'est une... À moins d'être pour l'une ou l'autre des parties, je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement prendre vraiment un pronostic sur cette affaire. Sur l'aspect principal, ne serait-ce qu'en raison de la nouveauté, non seulement du débat juridique sur les droits voisins dans ce contexte, mais aussi des outils qui sont en cause. Et je dirais qu'on ne peut pas vraiment prédire comment les juges décideront de l'avenir de la valorisation et de la monétisation de la TNT sur des plateformes complètement nouvelles. Est-ce qu'il y a des moyens de sécuriser les contenus sur les plateformes et même la structure de la plateforme? La structure de la plateforme, en réalité, beaucoup de plateformes sont relativement fonctionnelles avec des outils récurrents. Donc, si on passe sur ce sujet de est-ce qu'une plateforme, un streamer peut protéger les éléments de sa plateforme contre la copie, la ressemblance, justement du parasitisme, etc. On peut de toute façon protéger des éléments individuels. Et à titre anecdotique, vous serez intéressé de savoir que le bruit qui caractérise l'ouverture de Netflix, par exemple, est protégé comme marque. D'accord. L'apparence générale peut être protégée par du design, justement, des codes couleurs, etc. Mais le caractère fonctionnel, enfin, ce sont les éléments séparés plutôt d'une plateforme. Par exemple, sa base de données va être protégée au titre du producteur de base de données. Donc, ça fait partie de ces objets protégés qui, justement, sont difficiles à protéger, pas nécessairement original au sens du droit d'auteur, mais les éléments séparés peuvent l'être. Et voilà, de toute façon, la propriété intellectuelle ne protégera pas des éléments qui sont totalement fonctionnels. On va conclure là-dessus. Merci Anne-Marie Pecoraro. Je rappelle que vous êtes associée chez UGGC Avocats. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.